épisode du podcast qui est bien chargé. On va avoir un invité. Il s'agit de David Ménard, anciennement des Lions de la Colombie-Britannique. David qui va se joindre à nous dans quelques instants. On va d'une certaine façon lever le voile sur sa carrière, puisque David, malheureusement, il a été retranché avant le début de la saison par les Lions. Et puis là, il espère qu'une équipe va l'appeler et va le mettre sous contrat. On sait à quel point le calendrier de la Ligue canadienne est long. On parle de 18 matchs de saison régulière. Alors David qui se maintient en forme et qui garde espoir d'être en mesure de signer avec une équipe au cours des prochaines semaines. Naturellement, on va faire un retour comme on le fait à l'habitude sur la dernière semaine d'activité du côté de la Ligue canadienne de football. Les Alouettes qui avaient congé, ils ont effectué un retour à l'entraînement lundi. On va également parler de ça. Et via mes médias sociaux, je vous ai invité à m'envoyer vos questions concernant la NFL, votre équipe favorite ou vos joueurs favoris, étant donné que les camps d'entraînement du côté de la NFL ont commencé. Et bien, vous avez répondu à l'appel, notamment via ma page Facebook. Alors, je vais tenter de répondre au plus grand nombre de questions possibles aujourd'hui, mais c'est pas grave. Si je ne suis pas en mesure de répondre à toutes vos questions, bien, je vais continuer à le faire la semaine prochaine lors du prochain épisode du podcast Sac du Cœur. Mais on va essayer de répondre à plus de questions possibles aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va aller rejoindre notre invité au téléphone, David Ménard, ancien des Carabins et des Lions de la Colombie-Britannique du côté de la Ligue canadienne de football. Alors, David, écoute, c'est un été particulier pour toi. Comme je le disais tout à l'heure, tu as été libéré avant le début de la saison. Alors, parle-moi de comment se passe ton été, parce que là, pour la première fois depuis plusieurs années, tu es en mesure de le passer en famille, de voir tes amis, mais malheureusement, tu ne fais pas partie d'une équipe. Non, exactement. C'est comme tu l'as dit, c'est un peu spécial comment ça se déroule en ce moment. Tu sais, j'ai le plaisir de pouvoir passer mon été avec ma famille et mes amis, comme tu l'as mentionné, mais tu sais, dans un autre sens, je continue l'entraînement puis je reste toujours avec le désir de vouloir retourner dans la ligue. Donc, tu sais, je continue de m'entraîner fort, puis c'est un petit peu c'est l'expression en anglais un bittersweet, parce que tu sais, c'est le fun, mais dans un autre sens, il y a un gros côté qui est désagréable et qui est stressant dans tout ça, là. Oui, puis si je me trompe pas, tu avais été retranché lors du camp d'entraînement des Lions, c'est bien ça? Non, juste avant. Juste avant quand les équipes ont eu à descendre leur roster à 65, je pense. En tout cas, quand ils ont fait leur dernière coupure. Oui. Puis comment ça s'est passé? J'imagine que ça doit être la première fois là, que tu as été retranché au cours de ta carrière, depuis que tu as commencé à jouer au football. Ouais. Comment ça s'est passé? Qui t'a annoncé la nouvelle et de quelle façon? C'est le directeur des opérations football à BC, Neil McEvoy, qui m'a appelé tout simplement. Écoute, tu sais, moi tout l'hiver, je m'attendais à ce qui se passe peut-être qu'il y ait du mouvement de mon côté avec ce qui s'est passé la saison dernière, avec la dernière rencontre que j'avais eue avec le DG là-bas. Tu sais, je m'attendais à ce qui se passe de quoi, mais plus ça allait, j'avais pas vraiment de nouvelles, donc je me disais, OK, tu sais, peut-être sûrement que ça va être statu quo, puis je vais retourner avec les Lions pour une 6e saison, mais finalement, la journée où ce que Neil m'a appelé, je pensais qu'il m'appelait pour booker mon vol pour le camp d'entraînement, mais quand il m'a demandé comment ça allait, j'ai tout de suite allumé dans son ton de voix que non, je suis en train de me faire couper. Donc, ça a été un appel de environ 15 secondes parce que, il est en train de m'annoncer qu'ils vont me laisser aller. Donc, on va pas parler de la pluie puis du beau temps. Là, j'ai dit, OK, j'ai compris, puis on a raccroché. C'est aussi simple que ça. Un appel de 15 secondes. Ouais, non, c'est pas facile non plus, là, comme tu l'as mentionné. Tu as joué toute ta carrière avec les Lions, tu étais un membre des Lions depuis 5 ans. Ça n'a vraiment pas dû être facile. Moi, je me souviens, j'ai pas une carrière comme toi au sein de la Ligue canadienne. J'avais été repêché par les Eskimos d'Edmonton, puis j'avais été retranché lors du camp d'entraînement, mais c'est la première fois que j'avais été retranché, puis ça avait été mon entraîneur de position sur la ligne défensive, qui était également l'entraîneur-chef, Tom Higgins, à l'époque, qui m'avait annoncé ça, puis ça avait été comme une douche froide. Ouais, écoute, après qu'il m'ait dit
qu'ils allaient me libérer. Je ne peux même pas te dire qu'est-ce qu'il m'a dit par la suite parce que je m'en souviens pas. Écoute, il parlait, j'entendais rien, j'en revenais pas, tout simplement. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans tout ça? C'est que Tom Higgins, éventuellement, il est devenu entraîneur-chef des Alouettes. Puis moi, naturellement, je suis affecté à la couverture des Alouettes. Ouais. Donc, inquiète-toi pas, à chaque chance, à chaque opportunité que j'ai eue, je lui ai rappelé qu'il a mis fin à mon rêve de jouer au football professionnel. Mais sa réplique, c'était tout le temps, ben, tu sais, Didier, ce sont les joueurs qui décident de leur avenir. Là. Ce sont les joueurs qui se coupent eux-mêmes. Lui, c'est ça qu'il me disait en raison de leur performance. Puis bon, je ne veux pas dire qu'il avait tort. J'avais pas connu un bon camp. Mais bon, mais écoute, j'espère dans ton cas que tu es en mesure justement de te trouver une formation et de prendre part à la saison 2019 du côté de la Ligue canadienne. Puis, est-ce qu'il y a des équipes qui t'ont contacté là, depuis le début de la saison? En fait, quand je me suis fait libérer, toutes les équipes reçoivent les listes de transactions qu'il y a eu, les coupures et tout. Donc Winnipeg, ils m'ont texté littéralement dans l'heure qui a suivi. Donc j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt de ce côté-là, mais finalement étant donné que c'était 48 heures avant le repêchage, ils ont décidé de garder leur plan de repêchage au lieu de me signer puis de peut-être avoir à modifier leur plan de draft. Mm-hmm. Donc ça m'a montré l'intérêt. Moi, j'ai su directement en me faisant couper qu'il y avait de l'espoir. Mais ça l'a pas fonctionné avec Winnipeg. Mais bon, ça m'a quand même donné espoir. Après ça, Edmonton voulait me signer la veille du camp. Donc ça aurait pu faire, mais c'est moi qui ai refusé leur offre étant donné que je considérais que ça respectait pas ma valeur sur le marché en ce moment. Donc, okay. J'ai refusé Edmonton. Est-ce que je le regrette en ce moment? Je te mentirais pas que oui, un peu. Mais bon, sur le moment, tu prends les décisions que tu juges qui sont les meilleures pour toi à ce moment-là. Donc, moi, je jugeais que c'est la meilleure décision. Puis sinon, mon agent fait du bon travail. Il m'envoie les correspondances qu'il y a avec les différents DG. Puis, il travaille fort. Je vois que dans la Ligue, il y a un peu d'intérêt à mon égard quand même. Donc, ça me donne la motivation nécessaire pour continuer de m'entraîner fort et garder la forme. Mais en ce moment, si j'ai du concret, pas vraiment, mais j'en ai assez, mettons, pour dire que j'ai encore la motivation de continuer à travailler puis j'ai pas l'impression que je fais ça pour rien encore. Oui. Mais pour les gens qui nous écoutent, à quel point là, c'est difficile mentalement? Là? Parce que la saison est en cours. Là, on est presque rendu au mois d'août, donc les choses avancent. Mais au niveau de la motivation, là, afin de continuer de t'entraîner régulièrement, c'est la première fois que tu vis ça. Donc, à quel point c'est difficile, ça, mentalement, de rester concentré puis de garder espoir. Puis surtout, là, d'y aller d'entraînement rigoureux, malgré le fait là, que tu n'as pas une équipe pour le moment. Ben écoute, au courant de ma carrière professionnelle, puis même avant ça, quand je m'entraînais pour soit le football collégial ou universitaire, on n'a jamais eu besoin vraiment de me pousser. Donc j'ai un peu cette éthique de travail-là qui est vraiment à mon avantage parce que au moins c'est pas trop un fardeau d'aller m'entraîner puis de garder la forme. Mais tu me demandes mentalement comment ça se passe, puis il y a des jours qui sont clairement plus difficiles que d'autres. Des jours où tu es un petit peu plus fatigué, où t'embarques sur le terrain pour faire je m'entraîne tout seul, j'embarque sur le terrain pour faire mes drills, puis je me demande au final pourquoi si je suis en train de m'acharner pour rien, puis il y a clairement des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Mais comme je te disais tantôt, j'ai un petit peu de positif qui me garde aller. J'ai pas l'impression en fait, j'ai pas tout le temps l'impression que je fais ça pour rien, je te mentirais pas, mais c'est sûr qu'il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, mais comme on en parlait tantôt, au moins là, je suis entouré de ma famille puis mes amis proches ici au Saguenay, donc ça me permet de garder l'esprit dans un état qui est relativement positif là. Donc au moins j'ai cette chance-là dans ma malchance en fait. Oui, comme je le disais tout à l'heure, tu le sais mieux que moi, le calendrier, à quel point le calendrier de la Ligue canadienne est très long. Il y a des blessures qui arrivent. Tu es un joueur canadien de talent. Alors, moi, je suis persuadé qu'il y a une équipe qui va faire appel à tes services éventuellement. Tu es âgé seulement de 29 ans en plus. Exact. Tu viens d'avoir 29 ans plus tôt au cours du mois de juillet. Donc, il te reste encore des années là, à ta carrière. Mais est-ce que ça... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que ça t'a amené à te remettre en question et à penser à ton après-carrière? Si je me souviens bien, tu as un bac en kinésiologie. Corrige-moi si je me trompe. Oui, non, c'est exact.
Ben écoute, je te dirais que au courant des 2 dernières années, j'essayais de commencer à penser à mon après-carrière. Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Le football, c'est tellement une grosse partie de ma vie. Qu'est-ce que je vais faire après? Je le savais pas exactement. Puis j'essayais d'y penser, mais j'avais un peu mes œillères. Puis j'étais vraiment juste focusé sur le football. Puis je te mentirais pas que je le suis encore, mais si en ce moment j'ai une remise en question, écoute, j'ai eu des passes où je me questionnais comme je me suis jamais vraiment questionné avant. Oui, j'espère vraiment, puis je m'entraîne dans le but de retourner dans la ligue peut-être encore pour si j'ai la chance, 2, 3, 4 ans, si je peux dans le meilleur des mondes, puis je le souhaite vraiment, je m'entraîne pour ça. Mais en ce moment, je dois quand même faire face à la réalité que peut-être que j'ai déjà joué mon dernier match de football. Puis, écoute, quand j'y pense, puis j'essaie de me projeter dans le futur un peu, honnêtement, je suis un petit peu dans le néant. C'est pas, c'est une grosse partie en ce moment de moi qui de ma vie, en fait, de mes intérêts qui vient de s'arrêter. Donc, je sais pas vers où je m'en vais. Honnêtement, je souhaite énormément retourner dans la ligue pour que je puisse finir ce que j'ai commencé avec le football, pour que je puisse tourner la page un petit peu plus en paix que juste après un appel de 15 secondes au téléphone puis me dire que c'était ça mon dernier contact avec le football. Je l'espère pas, en fait. Mais je me questionne. Je sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer encore avec le futur, mais je reste confiant. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour l'instant, je suis encore focus sur le football, puis je souhaite vraiment être capable de le sortir de mon système pendant que j'ai encore le temps, en fait. Oui. Ben, qu'est-ce qui arrive au football professionnel, c'est que les choses changent tellement rapidement. Des fois, ça change pour le pire, bon, comme qu'est-ce qui t'est arrivé en étant libéré par les Lions avant le camp d'entraînement, mais également, ça peut changer rapidement pour le mieux, pour une bonne situation du jour au lendemain. Écoute, on peut raccrocher avec toi, puis une équipe va t'appeler au cours des prochaines heures, puis là, soudainement, tu vas recevoir un billet d'avion, puis tu vas être en route pour Calgary ou pour une des 9 équipes de la Ligue canadienne. Donc, c'est ça, là, c'est toujours rempli de plusieurs hauts, de plusieurs bas. Absolument. Présentement, tu es dans un bas, mais du jour au lendemain, ça peut changer. Alors, je te souhaite que ça se produise dans ton cas, David, parce que je sais à quel point tu es un chic type. Beaucoup de gens dans l'entourage des Carabins m'avaient parlé de toi lorsque tu jouais pour les Carabins, et puis j'ai toujours juste entendu des choses positives à ton endroit. Merci beaucoup. Avant de se quitter, je veux savoir qu'est-ce que tu penses de la saison des Lions, justement, ton ancienne équipe. Les Lions ont seulement une victoire. Elle a été acquise de peine et de misère face aux Argonauts de Toronto, qui, eux, ont aucune victoire jusqu'à présent cette saison. Personne ne s'attendait à ça. On a fait l'acquisition notamment de Mike Riley. On est allé chercher Duron Carter. On se disait, wow, les Lions vont avoir une attaque explosive. Puis c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, Riley a passé pour des gains de moins de 100 verges la semaine dernière contre la Saskatchewan. Comment t'expliques la saison désastreuse des Lions jusqu'à présent, mis à part, bien sûr, le fait qu'ils t'ont libéré, puis ça, ils n'auraient pas dû faire ça. Écoute, non, c'est sûr que ça, me renvoyer chez nous, c'est probablement la pire erreur qu'ils ont faite, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais écoute, je sais pas, tu sais, j'écoute, c'est sûr que j'écoute les matchs, tu sais, je regarde qu'est-ce qui se passe, puis je veux voir s'ils performent pas. J'ai encore des amis dans l'équipe, donc c'est sûr que je suis un peu ça. Puis mettre le doigt sur le bobo, honnêtement, je sais même pas si c'est possible. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont tellement des gros joueurs, on s'attendait à ce qu'ils explosent la ligue littéralement. Puis leur offensive est anémique, leur défensive se fait rouler en fin de match. Je pense qu'ils ont beaucoup de problèmes à adresser. Puis on parle beaucoup de la ligne offensive de leur côté, mais honnêtement, est-ce que c'est vraiment ça le problème? Moi, je pense pas. Je pense vraiment que le système n'est pas adapté avec le personnel qu'ils ont. Ils essayent beaucoup d'y aller pour la bombe en fond de terrain. Puis les autres équipes, les défensives adverses, ils ont compris le message une fois que les Lions ont joué contre Edmonton, puis qu'ils ont amené de la pression dans la face de Riley, puis que dans le fond ils ont créé des revirements, ils ont créé des sacs, puis qu'est-ce que les défensives adverses font de semaine après semaine, c'est qu'ils amènent de la pression dans la face à Riley, puis étant donné qu'il va toujours pour la grosse passe, ben il se fait saquer, ça crée des revirements, puis l'offensive
elle fait pas grand-chose, en fait. Donc, on parle beaucoup de la ligne offensive, mais avec les joueurs qu'ils ont, moi, je pense vraiment pas que c'est ça la grosse partie du problème. Mais ce que je vois aussi quand j'écoute les matchs, c'est plusieurs gros joueurs, plusieurs grosses têtes qui jouent pas nécessairement peut-être de façon unie. Mais c'est mon point de vue extérieur. Là. Je veux pas dire ce qui se passe vraiment à l'intérieur, je sais pas, mais de mon point de vue, ça ressemble un petit peu à ça, en fait. Ben, la semaine dernière, on avait ton ancien coéquipier, Rolly Lumbala, comme invité au podcast. Et puis, il arborait un peu dans le même sens que toi. Il disait, écoute, la ligne à l'attaque, il dit, selon là, ce qu'il voyait, c'est pas comme ça on aidait au niveau des stratégies les joueurs de ligne à l'attaque. On n'amène pas un porteur de ballon sur le coin de la ligne afin de donner un coup de main au bloqueur. On n'utilise pas des lignes rapprochés. On laisse les joueurs à eux-mêmes, notamment David Foucault face à Charleston Hughes. On n'a jamais amené de l'aide afin d'aider Foucault face à Hughes, qui est, comme tu le sais, qui est un des meilleurs ailiers défensifs de la Ligue canadienne. Donc, où sont les ajustements du côté de Jarius Jackson, le coordonnateur à l'attaque? C'est ce que Rolly se demandait, et puis il semble arborer dans le même sens. Alors, on va voir si les Lions seront en mesure de se replacer, parce que sinon, écoute, ça continue comme ça, on n'aura pas le choix d'y aller de changement d'ici à la fin de la saison à Vancouver. Ben, écoute, David, merci beaucoup de nous avoir donné de ton temps et d'avoir accepté mon invitation afin de participer au podcast et d'avoir permis là, de lever le voile justement là, sur ce que tu vis. C'est ça, très souvent, les gens n'ont pas conscience de comment se passe l'attente pour les joueurs qui espèrent poursuivre leur carrière. Alors, merci d'avoir voulu partager cette expérience avec nous. Puis, j'espère te voir à la fin d'un match ou de te voir sur le terrain durant une des périodes d'échauffement contre une équipe qui va affronter les Alouettes ou qui sait peut-être même avec les Alouettes d'ici à la fin de la saison. C'est moi qui te remercie, Didier. Merci beaucoup de l'invitation, puis merci pour les encouragements. Attention à toi, David. On merci. se reparle. Hey, salut. Bye. Alors, on va y aller maintenant de notre tour d'horizon du côté de la Ligue canadienne de football. On va commencer premièrement avec les Alouettes. Ils avaient congé la semaine dernière. Bien sûr, les Alouettes qui ont une séquence de 3 victoires. Ils vont affronter le Rouge et Noir d'Ottawa vendredi soir au Sabres Molson. Ils vont tenter de gagner 4 matchs de suite pour la première fois depuis la saison 2014. Et 2014, ça avait été la dernière année que les Alouettes avaient participé aux éliminatoires. L'attaque était menée à l'époque par le carrière Jonathan Crompton. Tom Higgins était l'entraîneur-chef. Mais bon, on est encore juste au mois de juillet. On va voir qu'est-ce qui va arriver, mais c'est vraiment une belle opportunité pour les Alouettes vendredi soir. Les Alouettes, comme je le disais tout à l'heure, ils ont effectué leur retour au travail lundi avec leur première séance d'entraînement. Il y a le bloqueur à droite, Tyler Johnstone, qui était absent après la séance d'entraînement. L'entraîneur-chef Gary Jones nous a dit que Johnstone avait été placé sur la liste des blessés de 6 matchs. Il est ennuyé par une blessure à un genou. Tyler Johnstone qui a déjà subi 3 interventions chirurgicales à ses genoux plutôt, lorsqu'il jouait dans la NFL durant la saison morte l'année dernière. Alors ça, c'est vraiment un gros point d'interrogation, son état de santé. Alors, durant la séance d'entraînement, Spencer Wilson ainsi que Sean Jameson ont eu des répétitions à la position de bloqueur à droite. Alors, on verra lequel de ces deux hommes jouera cette position vendredi face aux Rouges et Noirs. Bonne nouvelle, toutefois, du côté de l'attaque, à receveur de passe, B.J. Cunningham, qui avait raté la dernière rencontre en raison d'une blessure à un genou. Il s'est entraîné. Il portait toutefois une orthèse à son genou gauche. Cunningham, il disait qu'il s'attend à être en uniforme vendredi face aux Rouges et Noirs. Alors, on verra si c'est le cas. Mais pour les Alouettes, on a une belle opportunité. Montréal est au 2e rang de la section Est de la Ligue canadienne. Et les Tiger Cats de Hamilton, on va en parler un peu plus tard. Ils ont perdu les services de leur carrière étoile, Jeremiah Masoli. Sa saison est terminée en raison d'une blessure à un genou. Alors, c'est maintenant Dane Evans qui est carrière partant du côté de Hamilton. Evans en est juste à sa 2e saison dans la Ligue canadienne de football. Il a un départ en carrière. Alors, est-ce que ça va ouvrir la porte pour les Alouettes peut-être afin de se hisser jusqu'au premier rang de la section Est? Ça reste à voir. Premièrement,
les Alouettes doivent s'occuper du cas du Rouge et Noir qui vont recevoir vendredi soir. Puis il pourrait donner un dur coup là, à Ottawa. Ottawa est derrière Montréal au classement. Les Alouettes ont gagné le premier duel entre les deux équipes il y a quelques semaines au stade de la Place TD. Puis là, si Montréal est en mesure de l'emporter vendredi soir, mais ça veut dire que les Alouettes vont détenir le bris d'égalité contre le Rouge et Noir, puisqu'il va juste rester un affrontement entre les deux équipes qui va avoir lieu lors du dernier match du calendrier régulier. Donc, les Alouettes vont avoir l'avantage déjà avec 2 victoires. Donc, ça, c'est vraiment important, ce match-là de vendredi au Sappers Molson, même si la saison est encore jeune, mais on pourrait donner un dur coup là, au Rouge et Noir si on pouvait s'assurer du bris d'égalité du côté des hommes de Carey Jones. Alors, ce sera à surveiller. Et parlant justement du Rouge et Noir, on va commencer notre tour d'horizon de la dernière semaine du côté de la Ligue canadienne. Bon, Ottawa s'est incliné 17-16 face aux Stampeders de Calgary. Qu'est-ce qu'on avait retenu de cette rencontre? Bien, c'était la décision, bien sûr, de Rick Campbell. Si vous avez regardé le match, vous savez de quoi je parle. Ottawa menait 16-12 avec 1 minute 14 à écouler au quatrième quart. Et Rick Campbell, bon, qui est allé d'une décision qui a laissé tout le monde bouche bée. Là. Il a décidé de concéder un touché de sûreté et de cette façon-là, bon, Calgary a réduit l'avance d'Ottawa à 2 points. On est allé d'un botté par la suite. Calgary a fait un excellent retour et les Stampeders, bien, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de réussir la tentative de placement pour gagner par 1 point 17-16. Alors, on ne comprend pas pourquoi Campbell est allé de cette décision-là de concéder un touché de sûreté avec une avance de 4 points. Alors, est-ce que ça a coûté le match du côté d'Ottawa? On est obligé de dire que oui, on n'a pas le choix. Alors, le Rouge et Noir, présentement, de la façon dont Ottawa joue, ça va être difficile de l'emporter vendredi soir. On va voir ce qui va arriver, parce que du côté de la Ligue canadienne, tout change d'une semaine à l'autre. On va voir également si le carrière Dominic Davis va effectuer un retour au jeu pour Ottawa, parce que du côté de son remplaçant, Jonathan Jennings, bien, ça va vraiment, mais vraiment pas du côté de Jennings. Mais Davis, même s'il revient au jeu, bien, c'était lui carrière partant du Rouge et Noir lorsqu'Ottawa s'est incliné à domicile contre les Alouettes. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver si Davis sera en mesure de jouer. Mais encore une fois, comme je le disais, c'est une belle opportunité pour les Alouettes de porter à 4 leur séquence victorieuse. Ailleurs dans la Ligue canadienne, les Argonauts de Toronto sont toujours à la recherche d'une première victoire. Ils ont perdu par jeu blanc contre les Eskimos d'Edmonton, 26-0. Puis encore une fois, c'est la même histoire toutes les semaines. Hein. Du côté des Argonauts, on manque de communication en attaque. Il y a de la confusion du côté des joueurs. La carrière ainsi que ses receveurs de passe n'étaient clairement pas sur la même page à plusieurs reprises. Alors, tout ça se poursuit du côté d'Ottawa et en plus de ça, du côté de Toronto plutôt. En plus de ça, bon, les Argonauts qui vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg. Alors ça, c'est rien pour aider la cause des Argonauts. Alors Toronto qui a été blanchi pour la première fois depuis 2009. Il faut le faire là, lorsqu'on est victime d'un jeu blanc dans la Ligue canadienne. On n'a même pas été en mesure de réussir un simple du côté des Argonauts de Toronto. Et bon, pour Edmonton, on a retrouvé le chemin de la victoire après s'être incliné à Montréal contre les Alouettes lors de la semaine précédente. À Hamilton, les Tiger Cats ont vaincu les Blue Bombers de Winnipeg. Ça a été une première défaite cette saison pour les Bombers. Victoire de Hamilton par la marque de 23-15. Ce qu'on a retenu de la rencontre, bon, c'est bien sûr cette blessure à Jeremiah Masoli. J'en parlais tout à l'heure. Sa saison est terminée. Ça me rappelle un peu ce qui s'est arrivé à Zach Collaros il y a quelques années lorsqu'il était carrière partant des Tiger Cats. Hamilton connaissait une excellente saison. À ce moment-là, Collaros était le favori afin de remporter le titre de joueur par excellence dans la Ligue canadienne. Il s'est blessé à un genou et naturellement, ça avait été un dur coup pour les Tiger Cats. Et là, on connaissait un bon match. On menait 14-0 face à la meilleure équipe dans la Ligue canadienne en ce début de saison, les Blue Bombers de Winnipeg. Jeremiah Masoli jouait très bien. Il avait réussi à toucher sur une course d'environ 25 verges. Il connaissait un excellent début de match. On dominait la meilleure formation de la Ligue canadienne. Puis là, on perd notre carrière partant du côté des Tiger Cats. Mais écoutez, Hamilton mise sur d'excellentes unités spéciales et une bonne défense parce que qu'est-ce qu'on oublie là-dedans, c'est qu'on a limité du côté des Tiger Cats, on a limité les Blue Bombers à seulement 15 points. Okay? On parle d'une des attaques les plus explosives de la Ligue canadienne de football. Donc, l'unité défensive qui a fait son travail du côté des Tiger Cats. Reste à savoir si ce sera suffisant, la défense des unités spéciales, afin de gagner des matchs sans Jeremiah Masoli. On va voir Dane Evans maintenant qui va obtenir plus de répétitions
lors des séances d'entraînement, eh bien, peut-être qu'il va s'améliorer. La défense d'Hamilton qui a provoqué 6 revirements face à l'attaque des Blue Bombers. Et du côté de Winnipeg, bon, première défaite cette saison et premier mauvais match de la saison de Matt Nichols. Et ça va être à surveiller. Nichols a complété une passe de toucher, a été victime de 3 interceptions contre Hamilton. Et pourquoi je dis que ça va être à surveiller, Matt Nichols? C'est que traditionnellement, Matt Nichols connaît toujours des mauvaises séquences durant le calendrier régulier. Puis durant ces séquences-là, on dirait que c'est la même histoire à tous les ans. Ça se produit une période pendant 3-4 matchs où rien ne va plus pour Matt Nichols. Alors, je me pose la question à savoir est-ce que c'est le début de ce genre de séquence-là pour lui. Et habituellement, à Winnipeg, c'est à ce moment-là que les partisans sont contre Matt Nichols, qu'on souhaite voir Chris Straveller être envoyé dans la mêlée en remplacement de Matt Nichols. Et puis, on va voir si l'histoire va se répéter encore une fois là, du côté de Nichols. Est-ce que ça sera juste une mauvaise performance? Est-ce qu'il sera en mesure de rebondir cette semaine? Comme je le disais, il va affronter les Argonauts. Alors, il y a fort à parier que oui, mais quand même, la défense des Argonauts qui ne joue pas du mauvais football, ça va être à surveiller. Du moins, c'est ce que je vais surveiller cette semaine, la performance du carrière des Blue Bombers de Winnipeg. Dans le dernier match qui était présenté au sein de la Ligue canadienne lors de la dernière semaine, les Lions de la Colombie-Britannique, on vient d'en parler avec David Ménard, se sont inclinés par la marque de 45-18 face aux Rough Riders de Saskatchewan. Alors, comme David le disait, l'attaque ne produit pas. La défense est une vraie passoire du côté des Lions depuis le début de la saison. Mike Reilly, écoutez, Mike Reilly, c'est un des 2 meilleurs carrières au sein de la Ligue canadienne de football. Puis on parlait du coordinateur à l'attaque, Jarius Jackson, comment il ne semble pas avoir de bonnes stratégies du côté de l'attaque. Comment Mike Reilly peut terminer un match en complétant seulement 8 passes pour des gains de 66 verges? Aussi talentueux qu'il est, avec le talent qu'on a du côté du groupe des receveurs. Bon, je sais que la ligne d'attaque a des ratés, mais quand même, 66 verges par la passe pour tout le match, pour Mike Reilly, qui habituellement, année après année, est un des candidats au titre de joueur par excellence de la Ligue. Ça, je pense que ça en dit beaucoup sur le coordinateur offensif Jarius Jackson des Lions. Encore une fois, Reilly a été victime de 4 sacs, il s'est fait tabasser. Il a été victime de 24 sacs. 24 sacs déjà là, depuis le début de la saison. Du côté des Rough Riders, excellente performance à part de William Powell, demi à l'attaque qui a amassé 146 verges au sol, inscrit 3 touchés. D'ailleurs, il a été sélectionné parmi les joueurs de la semaine au sein de la Ligue canadienne de football. Alors ça conclut notre tour d'horizon pour la dernière semaine d'activité dans la Ligue canadienne. On va y aller de quelques actualités du côté de la NFL. Avant que je commence à répondre à vos questions que vous m'avez envoyées. Comme je le disais, les camps d'entraînement ont commencé du côté de la NFL. Et il se passe des choses. On va commencer avec les Giants de New York qui voient leur groupe de receveurs être déjà décimé. Bon, ils ont perdu le service de Sterling Shepard, qui a subi une fracture à un pouce. On garde espoir qu'il soit en mesure de prendre part au premier match de la saison régulière. Golden Tate a été suspendu parce qu'il a échoué à un test antidopage. Et Corey Coleman, sa saison est terminée en raison d'une blessure à un genou. Il ne faut pas oublier, bien sûr, que les Giants, eux, ils ont échangé Odell Beckham durant la saison morte aux Browns de Cleveland. Puis là, le groupe de receveurs qui est décimé. Écoutez, durant la saison morte, là, surtout depuis le repêchage, depuis que les Giants ont repêché Daniel Jones, on se posait la question à savoir ce que Jones va être le carrière partant à la place d'Eli Manning, mais peu importe qui va être le carrière partant du côté des Giants, à qui ce carrière-là va lancer le ballon, parce que là, on a besoin de receveurs de passe déjà du côté des Giants. Le camp d'entraînement n'est même pas vieux d'une semaine. À Cincinnati, les Bengals, eux, ils ont perdu les services de receveurs de passe étoile. A.J. Green. Green a subi une entorse à une cheville plutôt. Donc, il devrait être absent pendant une période de 6 à 8 semaines. Ça fait en sorte qu'on essaie de garder espoir qu'il sera en mesure de jouer lors du premier match de la saison. Mais s'il est là, dans quelles conditions, quelle sera sa condition physique pour la rencontre? Et puis ça va mal là, du côté des Bengals parce que non seulement on a perdu les services de A.J. Green, mais il y a le garde Clint Bowling qui a annoncé qu'il prenait sa retraite au cours de la saison morte. Et avant le camp d'entraînement, on a appris que notre choix de première ronde, le bloqueur à gauche, produit de l'Université Alabama, Jonah Williams, sa saison est terminée. Il a subi une intervention chirurgicale à une épaule. Puis là, on parle de 2 bons joueurs de ligne à l'attaque qu'on n'aura pas du côté des Bengals. Possiblement, on sera privé des services de A.J. Green au début de la saison. Alors, ouais, j'ai bien hâte de voir quel genre de saison ça sera pour Cincinnati. Et à Indianapolis, ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner.
Andrew Luck ne s'entraîne pas depuis le début du camp d'entraînement et les coachs ont annoncé qu'il ne devrait pas prendre part aux entraînements d'ici à la semaine prochaine. Et Luck est ennuyé par une blessure au mollet et ça fait 2 mois qu'il est ennuyé par cette blessure. Alors, on connaît l'historique de blessure du côté d'Andrew Luck. Il avait raté une saison complète en raison d'une blessure à une épaule. Là, c'est une blessure à un mollet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 mois, là, pour une blessure au mollet, quelque chose c'était supposé être simplement une élongation musculaire. Ça fait 2 mois, quand l'entraînement est commencé, Locke ne s'entraîne toujours pas. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller. Oui, il reste beaucoup de temps avant le début de la saison qui va avoir lieu le 5 septembre à Chicago. Mais quand même, ça, c'est pas une bonne nouvelle, là. Le fait qu'Andrew Luck n'est pas en mesure de s'entraîner puis qu'il ne va pas s'entraîner avant la semaine prochaine. Puis là, on va l'évaluer au début de la semaine avant de voir si on va lui permettre de s'entraîner. Alors, c'est même pas sûr qu'il va être sur le terrain d'entraînement la semaine prochaine. Alors ça va être, ça vaut la peine de surveiller ça au cours des prochains jours, l'état de santé de Andrew Luck. Alors, maintenant, je sais que c'est ça que vous attendiez le plus possiblement lors de cet épisode du podcast, mes réponses à vos questions. Je vais commencer avec les questions qui m'ont été envoyées via ma page Facebook. Je vais essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Vous avez répondu en grand nombre sur Facebook en particulier, également sur Twitter, mais vraiment là, sur Facebook, il y a eu une quarantaine de questions qui m'ont été envoyées. Il y en a quelques-unes qui se répètent. Mais sans plus tarder, on va commencer tout d'abord avec Frédéric Fortin. Qui me demande est-ce que je crois que ces Faucons, les Falcons d'Atlanta, vont avoir une bonne saison, surtout qu'ils ont fait 2 gros ajouts au sein de la ligne à l'attaque. Oui, effectivement, Frédéric, ça devrait aider. Mais toutefois, les ajouts qu'on a fait du côté de la ligne à l'attaque des Falcons, ça a été avec des choix au repêchage. Donc, on parle de jeunes joueurs de ligne à l'attaque. Les deux vont jouer du même côté, si je ne me trompe pas. Alors, je lisais les commentaires de Matt Ryan, justement, au cours du week-end. Il disait qu'il y avait beaucoup de progrès qui doit être fait du côté de la ligne à l'attaque, en particulier du côté de ces 2 jeunes-là. Alors, d'avoir 2 joueurs recrues qui vont jouer côte à côte, ça, je ne suis pas certain que c'est une bonne recette, mais ça passe ou ça casse pour l'entraîneur Dan Quinn des Falcons cette année. D'ailleurs, Quinn, c'est lui qui va sélectionner les jeux du côté de la défense après qu'il ait changé complètement son groupe d'entraîneurs. Alors, à quoi je m'attends du côté des Falcons? Moi, je pense que les Falcons vont connaître une bonne saison parce que justement, ça passe ou ça casse. On a ramené Dirk Koetter au sein de l'organisation. Il avait connu du succès en tant que coordinateur à l'attaque dans le passé avec Matt Ryan. On l'a ramené depuis qu'il a perdu son emploi avec les Buccaneers. Mais la ligne à l'attaque, moi, c'est ce que je vais surveiller. La ligne à l'attaque, ça sera en mesure de bien protéger Matt Ryan. On avait plusieurs blessés en défense l'année dernière, donc Keanu Neal, il est de retour. Donc, je crois que la défense devrait faire le travail. Donc oui, je m'attends à une bonne saison. Du côté des Falcons, je crois qu'on sera en mesure de participer aux éliminatoires. Si on rate les éliminatoires, il va y avoir un nouvel entraîneur-chef en 2020 du côté des Falcons. Maintenant, il y a Alexandre Meyer qui me demande quelles sont mes attentes pour les Ravens de Baltimore. Beaucoup de changements du côté de l'attaque, en défense. C'est vrai qu'on a perdu plusieurs joueurs, notamment en défense via le marché des joueurs autonomes. CJ Mosley n'est plus là, notamment. Et alors, il dit que ça va être la vraie première saison de la part de Lamar Jackson. Écoute, j'ai pas des attentes élevées du côté des Falcons, Alexandre. Je dois te dire, en raison de ce que tu viens d'évoquer, là, le fait qu'on a perdu plusieurs joueurs du côté de l'attaque, du côté de la défense, et puis Lamar Jackson, est-ce qu'il peut être un assez bon passeur? Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'on sait, là, les succès que les Ravens et Jackson avaient connus, c'était grâce à leur attaque au sol, grâce aux jambes de Lamar Jackson. Mais il va devoir nous démontrer une progression parce que souviens-toi du match éliminatoire face aux Chargers de Los Angeles. Écoute, Lamar Jackson, là, on était prêt à l'affronter. C'est la 2e fois que les Chargers l'affrontaient. On savait comment le contrer, comment arrêter le jeu au sol des Ravens de Baltimore. Alors maintenant, toutes les équipes vont utiliser le même genre de stratégie lorsqu'on va affronter les Ravens. C'est à Lamar Jackson de prouver qu'il peut être un meilleur passeur, mais il n'a pas nécessairement également un excellent groupe de receveurs. Alors moi, je n'ai pas de grandes attentes du côté des Ravens de Baltimore en particulier. Maintenant, Jean-Michel Proulx. Il dit qu'il y a plusieurs joueurs qui ont décidé de ne pas participer à leur camp d'entraînement respectif afin de restructurer leur contrat, notamment Michael Thomas, Melvin Gordon, etc. Alors, parmi cette liste de joueurs, est-ce que je crois
qu'il y en a qui vont décider de faire comme Le'Veon Bell, c'est-à-dire de rater toute la saison. Non, je crois pas. Je crois que Le'Veon Bell va servir d'exemple. Parce que Le'Veon Bell, au bout du compte, oui, il a raté toute la saison l'année dernière avec les Steelers, mais c'est pas comme s'il est sorti gagnant de ça. C'est pas comme s'il a obtenu le contrat qu'il espérait avoir. Écoutez, il fait beaucoup d'argent là, avec les Jets, mais il n'a pas signé un contrat aussi faramineux auquel il s'attendait. Je crois que ça va servir de leçon pour les autres joueurs. C'est moins de pression pour les joueurs. Moi, je ne vais jamais être contre un joueur qui décide de faire la grève afin d'avoir un nouveau contrat, parce que les carrières sont tellement courtes dans la NFL. La carrière moyenne dans la NFL est de 3 ans seulement, puis les équipes n'hésitent pas à libérer les joueurs. Vous le savez, les équipes n'hésitent pas à libérer les joueurs dès qu'un joueur, les performances d'un joueur baissent par rapport à son salaire. Mais non, je ne crois pas qu'aucun de ces joueurs-là, Melvin Gordon, il dit que possiblement il va faire la grève, il ne s'est pas présenté au camp d'entraînement, mais je crois que ces joueurs-là, il n'y a aucun de ces joueurs-là qui va arrêter la saison au complet, comme l'a fait Le'Veon Bell. Alors, il y a Louis Gagné qui me demande, est-ce que les Cowboys vont avoir une bonne saison? C'est simple comme question, c'est simple comme réponse, je crois que oui. Tout dépend naturellement de ce qu'Ezekiel Elliott sera là au début de la saison, parce que c'en est un autre de ces joueurs-là, de ces joueurs étoiles, qui ne s'est pas présenté au camp d'entraînement. Mais encore une fois, à cause de ce qui est arrivé avec Le'Veon Bell, je crois qu'éventuellement Ezekiel Elliott sera là pour le premier match de la saison régulière du côté des Cowboys. On va voir, le camp d'entraînement ne fait que commencer. Mais cette recette, on a notre recette là, du côté des Cowboys. Le jeu au sol avec Zeke, et une défense qui est dominante, en particulier la ligne défensive des Cowboys de Dallas. Non, il n'y a aucun doute que les Cowboys, s'ils ne participent pas aux éliminatoires, ça va être une grande déception. Là. Dallas, c'est une équipe assez bonne pour participer aux éliminatoires, même pour gagner au moins un match éliminatoire. Selon moi, Dak Prescott continue de progresser. On se souviendra de son année recrue. Ça avait placé des attentes très hautes pour Prescott. Mais tout de même, l'année passée, il a fait de travail. Il ne faut pas oublier qu'Amari Cooper s'est joint aux Cowboys en cours de saison. Là, on a travaillé ensemble durant la saison morte. Non, moi, je vais attendre de belles choses de la part des Cowboys de Dallas, naturellement, si Ezekiel Elliott est là dès le début de la saison. Alors, on va passer maintenant à une autre question. Ludovic Plante qui me demande, est-ce que je crois que les améliorations du côté de la défense des Packers de Green Bay vont permettre aux Packers et Aaron Rodgers de revenir au sommet de la section nord du côté de la nationale? Je ne suis pas convaincu, Ludovic. Désolé de te décevoir, j'imagine que tu dois être un partisan des Packers. Pourquoi je ne suis pas convaincu? Écoutez, l'entraîneur-chef des Packers, Matt LaFleur, lorsqu'on regarde sa feuille de route, là, moi, je ne trouve pas que c'est très impressionnant. Moi, je suis vraiment surpris de voir que les Packers avaient nommé à titre d'entraîneur-chef. Puis déjà, de ce qu'on a lu durant la saison morte, c'est pas comme s'il s'entendait bien avec Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, c'est une tête forte. C'est un joueur qui est très intelligent. Mais si la relation entre Lafleur et Rodgers ne fonctionne pas, il n'y a aucune chance de succès du côté des Packers de Green Bay. Alors moi, c'est ce que j'ai hâte de voir. Est-ce que ces deux hommes-là vont pouvoir trouver un terrain d'entente? Puis c'est à Lafleur à prouver à Rodgers qu'il est de calibre à le coacher tout simplement, parce qu'Aaron Rodgers, on sait, c'est un des carrières les plus talentueux de la NFL. Lafleur, comme je le disais tout à l'heure, sa feuille de route n'a pas été impressionnante. Il était avec les Titans du Tennessee, puis même du côté de l'organisation des Titans, on était surpris, on avait été surpris de voir que les Packers l'ont nommé comme entraîneur-chef, puis il n'y a personne qui a pleuré son départ au Tennessee. Il me semble que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Packers de Green Bay. Maintenant, il y a Yann Lavigne, oui, qui me demande, est-ce que je crois que les Saints méritaient un meilleur sort l'année dernière? Ça, c'est l'année dernière. Comment? On ne va pas revenir là-dessus, là, sur la décision des arbitres. Alors, il me dit, non, sans farce, crois-tu que les Saints, avec Alvin Kamara et Drew Brees, vont continuer sur leur lancée cette année? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Parce que, souviens-toi, Yann, lors du match éliminatoire là, contre les Rams, on parle. Bon, la première chose qui me vient en tête, ça a été cette mauvaise décision de la part des arbitres. Mais si tu enlèves ça, Drew Brees ne connaissait pas un bon match. Et même si on remonte plus loin, Drew Brees n'a pas connu une bonne deuxième moitié de saison. Il n'a pas connu une bonne fin de saison pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. L'attaque des Saints était très explosive lors de la première moitié du calendrier. Puis après ça, ça ralentit. Drew Brees est rendu dans la quarantaine maintenant. Là. Donc, c'est normal qu'il ralentit.
de ce qu'on a vu l'année dernière, il n'est pas en mesure de maintenir la cadence pendant les 16 matchs du calendrier régulier et les matchs éliminatoires. Donc moi, ça va être les performances de Drew Brees que je vais surveiller. Je ne suis pas convaincu que Brees va être en mesure de nous offrir le même genre de saison auquel il nous a habitués depuis le début de sa carrière. Moi, c'est ce que je vais surveiller du côté des Saints de la Nouvelle-Orléans. Maintenant, Félix Lacaire qui me demande qu'est-ce que je pense des nouveaux visages chez les Browns de Cleveland. Est-ce que je crois que les gros égos des joueurs vont affecter la performance de l'équipe? Félix, je te remercie pour cette question. Parce que oui, je crois que les gros égos qu'il y a du côté de Cleveland vont nuire aux performances des Browns. Parce que premièrement, il faut comprendre quelque chose. Là, les Browns, tout le monde parle d'eux. Les Browns n'ont jamais rien gagné. L'année dernière, les Browns ont terminé avec une fiche perdante. Ça a été une amélioration, leur dossier, comparativement à ce qu'on a eu sur Hugh Jackson. Je comprends, par deuxième moitié de saison, l'attaque avait démontré de belles choses, mais il n'y avait pas d'attente. Là, il y a des attentes pour les Browns. Il y a des attentes à Cleveland, il y a des attentes à travers toute la NFL du côté des Browns. Tout le monde n'arrête pas de parler d'eux, tout le monde n'arrête pas de parler de Baker Mayfield, l'arrivée d'Odell Beckham. Mais Odell Beckham, c'est un joueur, je parlais de tête forte, là, lui, c'est vraiment une tête forte. Là. C'est un joueur qui a un caractère, c'est une diva, on le sait, vous allez me dire que tous les receveurs étoiles ou à peu près sont des divas, mais tout de même, là, il semble être un joueur qui est en mesure de déranger l'équipe par son comportement par moment. Et l'entraîneur-chef, Freddie Kitchens, c'est lui qui doit gérer tous ces gros égos-là. Puis Freddie Kitchens, il n'a jamais été entraîneur-chef à n'importe quel niveau. La raison pour laquelle il a eu le poste d'entraîneur-chef, c'est qu'il a fait du bon travail avec l'attaque l'année dernière et qu'il a une bonne relation avec Baker Mayfield. Mais lorsque tu es entraîneur-chef, tu ne peux pas juste t'occuper de l'attaque, tu dois t'occuper de l'équipe au complet, tu dois gérer tout ça. Donc lui, il n'a jamais fait ça. Et puis là, il va devoir gérer en plus de ça les gros égos qu'on a du côté des Browns. Il y a beaucoup, mais beaucoup d'attentes à Cleveland. Regardez, si les Browns peuvent juste terminer le calendrier avec une fiche gagnante, 9 victoires et 7 défaites, même s'ils ne participent pas aux éliminatoires, ça serait vraiment un bel accomplissement selon moi. Moi, je ne vois pas les Browns terminer au premier rang de la section. Je ne suis pas même certain qu'ils vont participer aux éliminatoires. Parce qu'il y a beaucoup de têtes fortes. J'ai parlé d'Odell Beckham, mais Baker Mayfield aussi, c'est une tête forte là, également. Là. Il est talentueux, il nous a démontré des belles choses. Est-ce que Freddie Kitchens va être en mesure de gérer tout ça? Qu'est-ce qui arrive si les Browns commencent avec une fiche d'aucune victoire et de défaite? Est-ce qu'on va commencer à se pointer du doigt? Non, moi, mes attentes sont modérées du côté des Browns. Les Browns de Cleveland doivent me prouver qu'ils peuvent connaître une saison gagnante. Ils sont revenus dans la NFL depuis quoi? 1999. Je ne me trompe pas, on a eu 2 saisons gagnantes. On a participé aux éliminatoires une fois depuis le retour de la concession à Cleveland il y a 20 ans. Jusqu'à preuve du contraire, moi je vais mettre la pédale douce face aux attentes du côté des Browns. Maintenant, Jean-Philippe Saint-Louis qui me demande si je suis confiant ou non pour les Broncos avec Joe Flacco au poste de quart. Non, je ne suis pas confiant pour les Broncos parce que de ce que j'ai vu de Joe Flacco, l'échantillon est gros là, de Flacco depuis qu'il a mené les Ravens de Baltimore à la conquête du Super Bowl. Écoutez, là, Joe Flacco, non, moi je pense que Joe Flacco, c'est un joueur qui est au bout du rouleau. Je ne crois pas qu'il va être en mesure de relancer sa carrière avec les Broncos de Denver. Peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe. Non, mais je ne crois pas en Joe Flacco, donc je suis désolé. Je ne m'attends pas à une grande saison du côté des Broncos de Denver. Désolé, Jean-Philippe. Maintenant, il y a Michael Banks, lui, qui me demande si je pense que les Chiefs de Kansas City... Qu'est-ce que je pense des Chiefs de Kansas City? Surtout au niveau des changements du côté de la défense. Ouais, on a fait de gros changements du côté de Kansas City en défense, mais je crois que ça vaut la peine. Parce que la défense sous Bob Sutton, c'était une vraie passoire. Là. Heureusement qu'on marquait pratiquement 50 points ou une quarantaine de points grâce à Patrick Mahomes l'année dernière, parce qu'on l'a vu lors du match éliminatoire contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre. On était capable d'arrêter l'attaque des Patriots. Oui, je sais, que du côté des Patriots, on mis sur Tom Brady, mais quand même, là, lors de la dernière séquence en prolongation, on savait que Brady il allait tenter des passes en direction de 2 joueurs seulement. Là. C'était en direction de Gronk et de Julian Edelman. Puis on n'était pas prêt là, du côté des Chiefs de Kansas City. La défense de Bob Sutton, personnellement, je ne l'aimais pas. C'est un système 3-4. Maintenant, on a changé de ça pour un système 4-3 avec Steve Pagnuolo.
On a laissé partir nos ailiers défensifs. Dee Ford, en fait, on l'a échangé aux 49ers de San Francisco. Justin Houston porte maintenant les couleurs des Colts d'Indianapolis, mais tout de même, on mis sur le gros placard Chris Jones, qui a vraiment été sensationnel l'année dernière. On est allé chercher Frank Clark, excellent ailier défensif, anciennement des Seahawks de Seattle. Non, moi, je suis confiant. La défense va être mieux. La défense des Chiefs va être meilleure que l'année dernière. Je suis prêt à parier là-dessus parce que c'est à quel point elle était mauvaise la saison dernière. Moi, je crois qu'elle va être meilleure. Oui, on a perdu Houston et Ford, mais tout le monde, on est allé chercher Frank Clark. On a Chris Jones avec sa présence à l'intérieur. Ça, c'est vraiment important d'être en mesure de presser les quarts arrière dans le visage. Non, je ne suis pas inquiet pour la défense des Chiefs. Tyrann Mathieu également à la position de maraudeur. Je crois que la défense va être améliorée, mais la barre était tellement basse l'année dernière qu'on peut juste être meilleur du côté de l'unité défensive de Kansas City. Maintenant, il y a Sébastien Lafleur. Qui, m'a envoyé des statistiques depuis 2016 d'Ezekiel Elliott au niveau de ses verges en moyenne par match qui surpassent celles de Todd Gurley, mais Gurley qui a un plus gros salaire qu'Ezekiel Elliott. Alors, sa question, c'est est-ce que Zeke a bien raison de vouloir renégocier son contrat, du moins selon Sébastien Lafleur? Il me demande qu'est-ce que j'en pense. Ben oui. Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'ai jamais critiqué un joueur de faire la grève, un joueur de la NFL de faire la grève, mais il ne faut pas oublier que Gurley, lui, il a signé son contrat, c'était quoi? C'était l'année dernière, durant la saison morte, avant le début de la saison, qu'il a signé son contrat, ou l'année d'avant, mais peu importe, je crois que c'est l'année dernière, durant la saison morte. Alors, c'est la raison pour laquelle il fait plus d'argent qu'Ezekiel Elliott, parce qu'Ezekiel Elliott, c'est toujours son contrat recru, là. C'est le premier contrat qu'il a signé. C'est ça qu'il a en main présentement. C'est la raison pour laquelle il veut renégocier, parce que en raison de ses performances, selon lui, il devrait être mieux rémunéré. Il a raison sur ce point-là. Mais par contre, Zeke a eu des problèmes avec la justice. Zeke a été suspendu par la NFL en raison de son comportement à l'extérieur du terrain. Donc, je peux comprendre également pourquoi Jerry Jones, lui, il est réticent à vouloir s'engager à long terme avec Ezekiel Elliott. En plus, ça, Ezekiel joue à la position de porteur de ballon. Justement, on parle de Todd Gurley. Todd Gurley, moi j'ai l'impression qu'on a possiblement déjà vu ses meilleures années. Lors des matchs éliminatoires, on l'utilisait peu du côté des Rams. Après, durant la saison morte, on a appris qu'il est ennuyé par une blessure à un genou. En fait, c'est pas une blessure, il souffre d'arthrite, il a de l'arthrose dans un de ses genoux. Ça ne va pas aller en s'améliorant. Là, OK? S'il fait déjà de l'arthrite dans un de ses genoux, on va devoir le ménager durant les semaines avant les matchs, durant les séances d'entraînement. Alors, encore une fois, ça, c'est un argument en faveur de Jerry Jones d'être réticent afin de donner un contrat à long terme du côté d'Ezekiel Elliott. Donc oui, Ezekiel Elliott a raison de vouloir renégocier, mais de l'autre côté, je comprends pourquoi Jerry Jones est réticent à le faire. Maintenant, il y a Nexum Remgo qui me demande, les Patriots, est-ce que ça va être une dernière saison à la position de carrière pour Tom Brady? Écoutez, ça fait 5 ans là, qu'on se dit Brady, ça pourrait être la fin, puis il revient à chaque année, puis tout ce qu'il fait, c'est de gagner le Super Bowl. Donc non, je ne vais pas dire que c'est la dernière année de Tom Brady, même si il est âgé maintenant de 42 ans, si je ne me trompe pas. Mais on ne peut pas parier contre Tom Brady, les Patriots maintenant. Là, de dire ça, c'est possiblement avoir l'air fou dans un an, lorsqu'il va toujours être là après avoir gagné un autre titre du Super Bowl. Mais honnêtement, je crois qu'il y a une possibilité que ça soit sa dernière saison, parce que là, il n'y a personne qui est éternel. Éventuellement, il va devoir arriver à la fin de sa carrière. Il ne faut pas oublier, là, il y avait des périodes durant le dernier calendrier régulier où Brady ne jouait pas vraiment bien, mais il a été en mesure de se ressaisir lors des matchs éliminatoires. Mais on a également changé l'identité de l'attaque des Patriots. On misait beaucoup plus sur le jeu au sol en éliminatoire et notre grosse ligne à l'attaque. Et c'est la raison pour laquelle on a gagné le Super Bowl là, du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. On n'a pas gagné ce Super Bowl-là sur le bras de Tom Brady. Donc non, ça va être à surveiller, mais je ne vais pas parier contre Tom Brady. Ça, je ne vais jamais le faire. Alors, maintenant, il y a Simon Paquette. Sa question est simple. Il me demande est-ce que je crois que les Browns vont participer finalement aux éliminatoires. J'ai répondu tout à l'heure, Simon, je crois que non, les Browns ne participeront pas aux éliminatoires.
Maintenant, il y a Pierre-Antoine Moreau qui me demande, est-ce que c'est réaliste de croire que les 49ers ont une chance de compétitionner cette année? Peuvent-ils espérer participer aux éliminatoires? Bon, premièrement, Jimmy Garoppolo va être de retour. On sait qu'il avait vu sa saison prendre fin très tôt l'année dernière en raison d'une blessure à un genou. Donc, la bonne nouvelle, il est là au camp d'entraînement, il est à 100%. Et il a beaucoup à prouver, là, Jimmy Garoppolo, puisque, bon, il y a 2 ans, il avait bien terminé la saison lorsqu'on avait fait son acquisition des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les attentes étaient élevées l'année dernière. Il s'est blessé, mais avant de se blesser, c'est pas comme s'il jouait très bien. Alors, on va voir ce que ça va donner du côté de Garoppolo dans le système de Kyle Shanahan, un système favorable pour les carrières. Moi, j'ai hâte de voir comment il va jouer, mais il revient d'une blessure à un genou. Il a arrêté pratiquement toute la saison 2018. Alors, aucun doute que tout va passer du côté de Garoppolo. Oui, l'attaque en arrachait l'année dernière, mais la défense était vraiment pitoyable. Malgré le fait qu'on a plusieurs anciens choix de première ronde du côté des Niners, pratiquement année après année, on repêche des joueurs en défense en première ronde. Donc, on a du talent. La question est de savoir, est-ce que tout ce talent-là va se mettre à produire du côté de la défense? Donc, moi, je vais dire que non, les Niners ne vont pas participer aux éliminatoires, mais s'ils sont en mesure de le faire, ça ne va pas me surprendre. Mais il ne faut pas oublier qu'ils font partie de la même section que les Rams, notamment. Alors, c'est pas nécessairement une section facile. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va y aller d'une autre question. Oui, on a le temps. On ne veut pas que le podcast soit trop long quand même, mais on a le temps là, pour répondre à quelques autres questions. Alors, il y a Maxime Duquet qui me demande, est-ce que l'arrivée de Kyler Murray Est-ce que juste l'arrivée de Kyler Murray avec les Cardinals de l'Arizona, ça peut permettre aux Cards d'être compétitifs cette saison? Encore une fois, ma réponse va devoir être non. Pourquoi? Parce que, bon, Murray, je ne doute pas qu'il est talentueux, mais premièrement, bon, sa taille, il a un très petit gabarit, on parle d'une carrière de 5 pieds 10, mais on n'a rien fait afin d'améliorer la ligne à l'attaque du côté des Cardinals. Moi, je me disais, bon, OK, on va repêcher Kyler Murray en première ronde, puis après ça, on va consacrer le reste de notre repêchage au niveau de la ligne à l'attaque. Non, on n'a rien fait. Alors, c'est bien beau là, qu'on a un carrière qui est explosif, une double menace, il a un bras puissant, mais si on n'est pas en mesure de protéger, je ne vois pas comment l'attaque va être meilleure du côté des Cardinals. Puis il faut oublier qu'ils étaient la pire équipe dans la NFL l'année dernière, qu'on a un entraîneur en Cliff Kingsbury qui n'a jamais été entraîneur au niveau de la NFL. Il est un entraîneur-chef moyen à Texas Tech. Là, soudainement, bon, il devient entraîneur des Cardinals en raison de son système en attaque. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Ça pourrait virer au désastre là, du côté des Cardinals. Je ne le souhaite pas, mais ça pourrait bien arriver, surtout avec un entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience au niveau professionnel. Maintenant, il y a Julie Grenier qui me demande... Quelle sera l'utilisation de N'Keal Harry, qui a été le choix de première ronde des Patriots, receveur de passe? Est-ce que Braxton Berrios sera-t-il la nouvelle cible de Brady avec la blessure à Edelman? Et finalement, est-ce que les Browns iront au Super Bowl ou s'ils seront un boss? Bon, j'ai déjà répondu à cette question-là en disant que je ne m'attends pas à ce que les Browns participent aux éliminatoires. Quelle sera l'utilisation de N'Keal Harry? Bon, là, il est encore trop tôt. Le camp d'entraînement vient de commencer. On sait que pour les receveurs de passe, c'est toujours difficile d'assimiler le caillou en attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Donc, pour les jeunes receveurs de passe, la transition est très difficile. Et Brady, s'il ne fait pas confiance à un receveur de passe, il ne va pas lui lancer le ballon. C'est aussi simple que ça. Si Brady s'attend à ce que le receveur soit à un certain endroit sur le terrain, il n'est pas là, il ne va pas lui lancer le ballon. Donc, c'est à N'Keal Harry de gagner la confiance de Tom Brady. On va voir s'il sera en mesure de le faire, mais il semble avoir les atouts physiques à tout le moins pour être un bon receveur, mais c'est au niveau mental de faire la transition des rangs universitaires au rang professionnel. C'est très difficile. On sait que cette transition-là, elle est très difficile pour les carrières, mais elle est tout autant du côté des receveurs de passe, parce que c'est pas juste de connaître le cahier de jeu des Patriots, mais c'est également de connaître les défenses adverses et les défenses au niveau de la NFL sont beaucoup plus sophistiquées que les défenses, que les couvertures qu'on voit au niveau universitaire. Ça, sans compter que les demi-défensifs sont plus grands, plus gros, plus rapides, de meilleurs techniciens, plus expérimentés. Alors, ça explique pourquoi la transition des rangs universitaires à la NFL est très difficile pour les receveurs de passe. On va voir si Harry pourra avoir un impact dès sa première saison du côté
de la Nouvelle-Angleterre. Bon, pour ce qui est de l'absence de Julian Edelman, on va voir. Edelman, s'il pourra revenir là, pour le début de la saison, ça reste à voir. Mais comme je disais, c'est toujours difficile pour les jeunes receveurs de gagner la confiance de Tom Brady. Il y a François Lanidi-Nardi, oui, qui me demande est-ce que la dynastie des Patriots va se poursuivre cette année? Hey, pourquoi pas? Comme je le disais tout à l'heure, c'est difficile de parier contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre. Mais moi, j'ai bien hâte de voir les Chiefs. Je crois que les Chiefs vont demeurer une des meilleures équipes du côté de l'américaine. Les matchs habituellement Patriots-Chiefs sont très serrés. En fait, les Chiefs auraient dû participer au Super Bowl l'année dernière. Ils auraient dû vaincre les Patriots. Ce match était présenté à domicile. Il y a eu une pénalité là, pour avoir rudoyé Tom Brady, qui n'en était pas une, qui a été décernée par les arbitres. Mais c'est la défense des Chiefs qui a flanché. Comme je le disais tout à l'heure, je crois que la défense de Kansas City va être meilleure. Pour moi, les Chiefs sont l'équipe à battre du côté de l'association américaine, mais je ne vais jamais parier contre Tom Brady et les Patriots. Alors, on va y aller de 2 autres questions pour aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vais continuer de répondre à vos questions la semaine prochaine. J'apprécie grandement que vous ayez pris le temps de m'écrire et de m'envoyer vos questions concernant la NFL. Alors, David Roy qui me demande, après une saison plutôt décevante, comment les Jaguars de Jacksonville, vont réagir? Selon David, les Jaguars ont une bonne défense et il croit que l'attaque devrait être améliorée avec Nick Foles. Ça reste à voir. Du côté de l'attaque, est-ce qu'elle va être améliorée? Nick Foles, c'est une carrière qui a connu de bons moments en carrière, mais il n'a jamais vraiment connu une bonne saison. Oui, bon, OK, il y avait l'année sous Chip Kelly, il y avait eu 27 passes de toucher, 2 interceptions. Mais est-ce qu'on peut vraiment se fier sur Nick Foles pour nous donner 16 bons matchs? Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Puis surtout lorsqu'on regarde le groupe de receveurs qu'il y a à Jacksonville, on n'a pas des grands receveurs. Alors que les Eagles de Philadelphie, c'était une des formations, c'est pas l'équipe la plus talentueuse à NFL. Lorsqu'on regarde la formation là, de haut en bas, les joueurs qu'il avait à sa disposition, Alshon Jeffrey, il n'est pas à Jacksonville. Zach Ertz, il n'a pas fait le voyage à Jacksonville avec Nick Foles. Doug Peterson, entraîneur-chef des Eagles, qui est un excellent entraîneur en attaque. Il n'y a pas de Doug Peterson au sein du groupe d'entraîneurs des Jaguars de Jacksonville. Alors, moi, je suis bien de voir ça, Nick Foles, qu'est-ce que ça va donner. Et l'autre chose, oui, la défense sur papier, elle est très bonne. L'année dernière, malgré les ratés de l'attaque, la défense faisait qu'est-ce qu'elle pouvait. Mais un des gros problèmes du côté des Jaguars, c'était le fait que l'attaque ne produisait pas et les joueurs de la défense étaient très frustrés de ça. Alors, ça créait de la bisbille dans le vestiaire. Est-ce que ça va se poursuivre cette année? C'est justement si Foles et l'attaque des Jaguars ne sont pas en mesure de connaître du succès. Alors, peu importe, si Jacksonville ne participe pas aux éliminatoires, il va y avoir un ménage complet qui va être fait du côté de l'organisation des Jaguars. Ça, j'en ai bel et bien l'impression. Joël Bouchard qui me demande est-ce que le grand ménage des Packers en vaut la peine? Hein? Alors, on sait Mike McCarthy n'est plus là. Écoute, est-ce que ça en va valoir la peine? Bon, ça dépend. On va voir quels seront les résultats du côté de Green Bay, mais j'ai un peu répondu à cette question-là. La relation entre Matt Lafleur et Aaron Rodgers, selon moi, c'est ça qui va déterminer une bonne partie des succès du côté de Green Bay, parce que clairement, ça n'allait plus entre Mike McCarthy et Aaron Rodgers. Alors, est-ce que là, ça va se répéter avec Lafleur? Ça reste à voir. Et Rodgers doit rester en santé également. Là. Il ne peut pas se blesser à nouveau. Alors, pour aujourd'hui, ça va être ça. Hein, au niveau de répondre à vos questions, j'ai essayé d'en répondre au plus grand nombre possible. Je vois qu'il y en a encore plusieurs. Je vais continuer d'y répondre la semaine prochaine, je vous le promets, lors du prochain épisode du podcast Le Sac du Quart. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. On se reparle la semaine prochaine.